Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous savez qu'au Collège de France, on commence toujours à l'heure. Il est 9h et maintenant 1, donc j'ai commencé à 9h, mais il est déjà 9h01. Eh bien, bienvenue à ce colloque pour célébrer, pour nous associer à toutes les célébrations du centenaire de la naissance de Pierre Boulez. Et vous allez entendre parler de sa présence aussi au collège, mais c'est un lieu où j'avais initialement demandé à l'administrateur si on pouvait marquer symboliquement et matériellement, et par ce colloque, l'importance que le collège attachait à sa présence. Eh bien, nous y voilà. Je vous présente Nicolas Denain, qui est professeur ordinaire de musicologie à l'Université de Genève. Voilà, et moi-même, je suis professeur ici au Collège de France, titulaire d'une chaire de sociologie du travail créateur. Quand Pierre Boulez est élu au Collège de France en 1975, il vient d'être propulsé déjà au centre de la vie musicale française. Alors qu'il est encore directeur de l'Orchestre Philharmonique de New York, il vient prendre la direction d'un institut de recherche musicale et d'un orchestre permanent dédié à la musique de notre temps, deux structures dont il a obtenu la création par l'État français et par son président Georges Pompidou au début des années 1970. Son élection au Collège de France vient parachever cette consécration sur un versant plus inattendu, celui de l'enseignement, que Boulez a pratiqué jusque-là assez sporadiquement. C'est sur la proposition des professeurs Emmanuel Leroy-Ladurie et avec l'appui de Michel Foucault, l'autre collègue professeur, qu'une chaire Invention technique et langage en musique est créée en 1975 au Collège. La procédure de l'élection est habituelle. L'initiative vient de certains professeurs. Un vote de l'Assemblée des professeurs permet la création de la chaire et quelques mois plus tard, une fois la chaire officiellement créée par décret, la personnalité qui lui correspond, en l'espèce Pierre Boulez, est élue par cette même Assemblée de professeurs. C'est la première fois, en revanche, à la différence d'une procédure habituelle, qu'un compositeur devient professeur au Collège de France et que la création musicale est élevée au rang d'une science enseignable dans ses murs. Rappelons que, selon la doctrine du Collège de France, l'enseignement qui est prodigué publiquement doit correspondre à la recherche en train de se faire. Les planètes s'alignent. Boulez a fondé et dirige un institut de recherche, l'IRCAM, qui est sans équivalent ailleurs, et il enseigne par la recherche. Son enseignement se déroule au collège, pour le cours, et pour ce qui est des séminaires, au contact de l'IRCAM. La matière de ces cours est une exploration de problèmes généraux de la science compositionnelle. Voici la liste des cours tels que les mentionnent les archives du Collège de France. Les textes de ces cours ont été établis et réunis par Jean-Jacques Nattier, ici présent, dans le volume Leçons de musique en 2005, après une première édition partielle en 1989. Le volume est précédé de présentations de Jean-Jacques Nattier et Jonathan Goldman, ici présent aussi, qui sont, vous l'avez compris, deux de nos intervenants à ce colloque. La musique pensée ou pratiquée dans des conceptions proches de l'univers boulésien reviendra au collège à l'occasion de 4 conférences données par Jean-Jacques Nattier sous l'intitulé général « Le discours sur la musique, sémiologie ou herméneutique » en octobre et novembre 1993, puis à la faveur de la création d'une chaire annuelle de création artistique au collège, dont furent notamment titulaires pendant l'année 2008-2009 le pianiste Pierre-Laurent Aymard et pendant l'année 2016-2017 le compositeur Philippe Manoury. Pourquoi et comment faisons-nous retour en ce mois de mai 2025 sur le singulier professeur au Collège de France que fut Pierre Boulez? La figure de Boulez est de celles qui font parler, et cela depuis ses tout débuts dans le Paris de l'immédiate après-guerre. Tout au long de sa carrière, il a tellement pris la lumière, quand ce n'était pas la foudre, que l'on peut se demander s'il fallait encore ajouter des commentaires aux commentaires à travers un nouveau colloque. En réalité, alors que l'œuvre de Boulez est analysée et discutée en détail par les compositeurs et la critique depuis les années 1950, et tandis que le musicien fait l'objet de travaux académiques depuis les années 1970, la recherche sur Boulez n'a été ni particulièrement systématique ni particulièrement variée. Le Boulez sériel, qui a tant focalisé l'intérêt de ses contemporains par ses œuvres et par ses écrits, est resté le principal attracteur d'exégèse au fil des décennies. Il suffit pour s'en convaincre
de suivre le fil de la bibliographie autour de structure 1A ou du marteau sans maître. Ces deux œuvres, avec quelques autres de la même époque et jusqu'à éclat, sont restées au centre de l'attention des analystes, quand bien même la pratique compositionnelle de Boulez et même l'ensemble de ses activités avaient pris d'autres chemins. Ce centre de gravité chronologique et méthodologique a été conforté à la fin du XXe siècle par l'ouverture du fonds d'esquisses et de manuscrits à la Fondation Paul Zacher à Bâle. Ce n'est que plus récemment qu'ont vu le jour des travaux approfondis sur sa production ultérieure. J'en cite quelques-uns ici caractéristiques de ce moment. Quant aux approches non musicologiques de Boulez, non focalisées sur l'analyse des œuvres, elles sont encore plus rares. On peut citer dans des styles très différents l'enquête socio-ethnographique de Georgina Bourne sur l'IRCAM au début des années 1980, parue une dizaine d'années plus tard, et la monographie d'Edward Campbell, replaçant Boulez parmi les débats intellectuels de son temps. Boulez aurait eu 100 ans cette année, et le tropisme des musicologues, consistant à aborder tout Boulez à la lumière de ses expériences radicales des années 1940 et 50, est toujours bien vivace, comme en témoignent les deux dernières parutions monographiques, celle de Salem et Potter, cette dernière se focalisant sur la place du surréalisme dans l'esthétique de Boulez. Faut-il croire que nous n'osons toujours pas proposer des intrigues renouvelées à propos de Boulez, en donnant toute sa place à ces 40 dernières années d'activité et en nous émancipant des perspectives spécifiques qui avaient été favorisées par des études fortement dépendantes du compositeur et de son entourage dans l'appréciation de son œuvre et dans l'accès à ses archives. Pour contribuer à ce rééquilibrage souhaitable, notre colloque se focalisera sur le Boulez des années 1975 à 1995, une période qui forme un bloc cohérent, au moins dans la carrière institutionnelle de Boulez. Si les années 75-95 sont majoritairement françaises et même parisiennes pour Boulez, ce n'est bien sûr pas seulement à cause du Collège de France, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Michel, c'est en bonne part à cause de l'IRCAM et de l'ensemble intercontemporain. L'IRCAM tout d'abord, dont l'existence est actée en principe dès 1970 et qui sera le motif principal du retour de Boulez dans la vie musicale de son pays d'origine. Après une période de préfiguration, les premières activités publiques de l'Institut ont lieu de 1974 à 1977 hors les murs, parallèlement au chantier architectural qui démarre en 1975. C'est aussi en 1975 que Boulez acquiert sa résidence parisienne, où il résidera une partie du temps pendant les 2 décennies suivantes. C'est également en 1975 que Michel Guy, secrétaire d'État à la Culture, à l'initiative de ce qui deviendra l'année suivante l'Ensemble intercontemporain, orchestre de solistes, dont la structure administrative particulière doit tout aux expériences de direction musicale de Boulez, du domaine musical autrefois, au London Sinfonietta, alors récemment, en passant par les grands orchestres symphoniques européens et nord-américains. Boulez sera actif comme directeur de l'IRCAM jusqu'en 1992, comme président de l'EIC et non directeur musical jusqu'en 1995, enfin comme professeur au Collège de France jusqu'en 1995 également. Au cours de ces 2 décennies, l'environnement politique de son action a beaucoup évolué, du fait notamment des alternances politiques à l'échelle nationale. Au plan des institutions musicales, le paysage lui est favorable si on le compare à celui des décennies précédentes. On peut relever notamment l'action de Barenboim à l'Orchestre de Paris, le développement du Parc de la Villette incluant un projet de cité de la musique, ou encore la présence de la musique dans la politique dite de grands travaux de François Mitterrand. Au plan compositionnel, cette période est marquée par une interrogation à nouveau frais de la question thématique qu'il explore parallèlement dans son enseignement au collège, et par l'investissement de l'électronique comme un nouvel espace sonore pour la musique instrumentale, avec l'élaboration technologique et conceptuelle du temps réel. Ces décennies se caractérisent aussi par la revisitation d'œuvres antérieures, tantôt révisées, le visage nuptial, tantôt entièrement réinventées, les notations pour orchestre. La réflexivité ne s'exerce donc pas seulement dans les cours au collège, mais aussi à l'intérieur du geste créateur. Enfin, si l'ensemble intercontemporain est au cœur de son activité de chef, Boulez poursuit sa carrière internationale de chef symphonique et donc de prescripteur esthétique au sein des institutions les plus vénérables du concert et de l'opéra, Bayreuth bien entendu, puisque c'est aussi dans cette période qu'avec Patrice Chéreau, il mène le ring du centenaire,
mais également dans différents festivals et en reprenant le fil de son activité avec différents orchestres et en rencontrant en quelque sorte d'autres, comme le Philharmonique de Vienne. En cette année de centenaire et de bilan, il nous a semblé stratégique d'encourager la réflexion sur ce Boulez des années françaises, ou des deuxièmes années françaises, si médiatique, si présent dans les arènes du pouvoir et du débat public, mais paradoxalement si peu étudié. Nous nous demanderons ce qu'il advient de l'invention musicale, mot-clé de sa chaire ici même, lorsque la créativité du guérillero institutionnel doit faire place à une action managériale, stratégique et diplomatique. Nous nous interrogerons sur la composition de force entre cette action institutionnelle et les deux activités cardinales du musicien depuis les années 1960, composer et diriger. Dans la conception de ce colloque, nous avons suivi quelques principes élémentaires. Mettre en valeur tout ce qui pourrait renouveler et inspirer la recherche sur et à partir de la figure de Boulez. Des questionnements, des lacunes dans la connaissance, des sources pas ou peu connues qui mériteraient plus d'attention. Agir en complémentarité avec les autres travaux suscités par cette année du centenaire, et particulièrement le colloque qui avait été organisé fin mars par Christian Merlin à la Philharmonie de Paris, et dont quelques intervenants d'ailleurs sont communs à nos deux manifestations. Et surtout organiser un dialogue, un tissage, une juxtaposition, et parfois dans le meilleur des cas un dialogue, entre des chercheurs, chercheuses et des acteurs, actrices, témoins, entre des points de vue francophones et anglophones, entre vagues ou générations de chercheurs également, puisque certains des participants à ce colloque ont côtoyé Boulez au cours des années 1970, tandis que d'autres l'ont à peine connu, comme c'est mon cas. De ce point de vue, le binôme que Pierre Michel m'a offert de former avec lui est symbolique. Durant presque 3 années de préparation de ce colloque, nous avons fait l'expérience directe d'un dialogue entre deux disciplines et entre deux sensibilités qui résonnera, je l'espère, dans ces 2 journées. C'est l'occasion pour moi de dire toute ma gratitude à un collègue et un aîné éminent, lu, admiré, mais aussi joyeux, droit et pragmatique, autant de qualités qui sont fort rarement réunies en une seule personne et qui ont été bien utiles face à tous les aléas que nous avons pu rencontrer en chemin. Quand Pierre Boulez est élu au collège, je commence ma thèse de sociologie de la création musicale contemporaine qui porte sur les carrières des compositeurs, sur la rupture provoquée par l'avant-garde dont Pierre Boulez est le héros, 2 orthographes, sur la bataille institutionnelle et politico-artistique dont la création musicale est alors l'objet, et sur l'attitude des différentes catégories de public à l'égard de cette création exigeante. Pierre Boulez est au cœur de ma recherche et je bénéficie alors de son appui pour réaliser une étude très complète du public des concerts de l'Ensemble intercontemporain qu'il a fondé en 1976 et qu'il dirige. Mon livre est écrit à distance des affiliations ou des critiques partisanes que suscite l'élan créateur et institutionnel de l'action de Boulez en raison d'un modèle de neutralité axiologique qui est pour moi un principe directeur du travail de recherche en sociologie. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Pierre Boulez ultérieurement à propos de ce qui s'appelait et s'appelle encore recherche musicale. Je me souviens d'un dialogue de presque 5 heures dans son appartement du front de Seine, avec beaucoup d'émotion. Et plus tard encore à propos du problème de l'achèvement des œuvres. Je partais pour un séjour à Berlin à ce moment-là. Plus récemment, en 2021, mon cours du collège était consacré pour 2 années, et cette fois en 2021 pour la 2e année, à la question « Comment donc s'y prend-on pour achever une œuvre ?» Je pense que Pierre Boulez aurait aimé trouver une réponse à cette question dans ce que je racontais. J'ai achevé mon cours par 2 longues séances sur le cas Boulez, en me souvenant de mes échanges avec lui et de la lecture du dernier chapitre des leçons de musique, qui reprend la matière du dernier des cours donnés par Boulez au Collège de France, mais en puisant aussi dans les nombreux entretiens qu'il a donnés et qu'il aimait donner. Il aimait les entretiens. Vous comprendrez lors de notre colloque pourquoi cette question de l'achèvement ou de l'inachèvement a une pertinence toute particulière dans le cas du travail créateur de Boulez. Un mot sur notre programme.
dont Nicolas a déjà un peu parlé. Le programme de ce colloque porte principalement, mais non pas exclusivement, sur les années collège de Pierre Boulez. Nous voulons comprendre quels étaient les enjeux de ces cours, quel usage il fait du langage et de sa plume acérée, et comment il a pu interagir avec certains de ses collègues au collège. Puis nous examinerons la matière essentielle de ses archives, dont l'importance n'échappera pas à qui se soucie de le voir pratiquer le work in progress et de le voir intervenir beaucoup pour défendre ses idées, ses positions, ses choix. Pour aller du général au particulier, nous pourrons bénéficier d'études de cas sur la genèse d'œuvres en devenir et nous interroger sur les concepts et les procédés compositionnels caractéristiques du Boulez de notre période. Cette deuxième session, et donc dans notre première journée, se conclura par un atelier autour de Dérive 1 avec la participation des musiciens de l'ensemble intercontemporain. Vous voyez que le matériel est déjà en place. Et la seconde journée abritera 2 sessions. La matinée sera consacrée au projet boulésien de remise en question du langage musical. Je fais allusion à un texte de Boulez, donc on remet en question. Et dans son projet également, les modalités de sa transformation de ce langage musical. Une transformation que Boulez envisage désormais collaborative et technologiquement même instrumentée, avec la mise en œuvre de l'IRCAM. Quel bilan peut-on faire de ce vaste chantier que Boulez avait voulu collectif ? Dans l'après-midi, nous questionnerons la multiplicité des fronts d'action de Boulez, sa multi-activité, et aborderons d'autres aspects de son action institutionnelle que nous n'aurons pas eu l'occasion de traiter jusque-là. Et nous terminerons nos travaux par une table ronde sur l'actualité de Boulez, aussi bien sur le plan esthétique que dans la recherche universitaire dans plusieurs pays anglophones. Le bouquet final sera placé sous le signe de l'inachèvement. Il s'agit d'un concert donné par les musiciens de l'ensemble intercontemporain et qui a été programmé en dialogue avec l'un des participants au colloque, Jean-Louis Leleu. Il nous faut dire un mot sur l'organisation de ces 2 journées. Les 2 premières interventions du matin, aujourd'hui même, seront suivies d'une pause à 11h. Et demain, il en ira de même. Et cet après-midi, il y aura une pause à 16h pour nous rafraîchir. Pour ce jeudi 22, les musiciens de l'ensemble intercontemporain nous ont demandé à disposer d'un temps de répétition entre 13h et 14h, d'où la présence déjà de tout leur matériel. Et il nous faudra donc avoir rendu l'amphithéâtre rapidement disponible à 12h45. L'après-midi de demain, vendredi, sera un peu plus chargé et nous ne ferons pas de pause pour permettre aux équipes du collège de préparer l'amphithéâtre pour le concert du soir qui aura lieu à 20h, et nous aurons donc à libérer l'amphithéâtre à 18h. Et nous devons maintenant exprimer de chaleureux remerciements à tous ceux qui nous ont aidés. Nous avons bénéficié de l'aide et du soutien du Collège de France et de la Fondation du Collège de France. Thomas Remer, notre administrateur du collège, a tout de suite soutenu le projet que je lui ai proposé il y a 3 ans. Arnaud Roffignon, Rénal Bellet et Bruno Bottella du collège n'ont pas ménagé leur peine pour faciliter toute l'organisation du colloque, du concert atelier et du concert final. Et croyez-moi, il y avait du travail. Khalid Benhamad et Patricia Foti m'ont aidé pour de multiples tâches d'organisation et de logistique, et il y en avait aussi beaucoup. L'organisation du colloque, du concert atelier et du concert final a donc été soutenue par beaucoup de monde. L'équipe technique du collège, sous la responsabilité de Francisco Valderrama, nous prête son indispensable concours, tout comme Claire Jeannequin et Guillaume Cassard, pour tout ce qui concernait les matériaux qui vous sont mis à disposition par un programme et par le site du collège. La fondation du collège et l'un de ses mécènes importants et fidèles, LVMH, ont mis à notre disposition les fonds nécessaires et substantiels pour l'organisation de ce colloque et de ces concerts. Le colloque et ces 2 concerts figurent dans le programme des événements de l'année Boulez, dont Laurent Bell est le commissaire général. Il sera l'un de nos intervenants et nous le remercions aussi au titre de cette fonction. Nos remerciements vont aussi à notre partenaire pour la partie musicale, l'ensemble intercontemporain, en la personne de son précédent administrateur Olivier Lemarie, avec qui les contacts qui nous ont permis de lancer la collaboration ont été pris, et en la personne de ses musiciens,
qui seront avec nous et qui ont pu bénéficier d'un séjour à la Fondation des Treilles grâce à sa présidente Marie-Yvonne de Saint-Pulgent pour travailler sur les œuvres du programme de vendredi soir avec Jean-Louis Leleu. Jean-Louis Leleu et Jonathan Goldman se sont beaucoup impliqués et nous ont aidés de bien des manières. Outre Jean-Louis et Jonathan, les intervenantes et les intervenants de notre colloque qui ont répondu à notre invitation l'ont fait rapidement et de manière confiante. Nous les remercions tous très chaleureusement. Et je veux dire aussi à titre personnel un mot très chaleureux de remerciement à Nicolas Denain, qui est un merveilleux partenaire de notre aventure, qui est savant, qui est attentif, qui est rigoureux et qui est généreux. Et maintenant que le colloque puisse satisfaire les attentes et la curiosité de notre public ici et online et de ses participants eux-mêmes. Merci à vous.